Bien, voilà, donc je suis extrêmement heureux, très heureux même, donc de reprendre le cours avec vous. Donc on avait passé une année un peu, on va dire, très chargée, donc j'espère que vous avez déchargé un peu votre, et que vous êtes prêts à mettre beaucoup de carburant aussi pour terminer ce semestre de deuxième année, qui est aussi important. Alors, donc, sans trop tarder, donc, on va essayer de commencer, on va dire, tout doucement. D'abord par un cours concernant les architectures microservices, qui est une architecture sur laquelle on va passer beaucoup de temps. Ça va nous permettre donc, donc en fait, d'étudier donc, pas mal de choses dont on avait parlé l'année dernière. Et ça serait l'occasion donc de revenir sur des aspects que vous connaissez déjà, notamment avec l'architecture J2E, avec Spring Boot, avec la sécurité. On va toujours parler, on aura l'occasion de voir comment utiliser les brokers. Bref, donc on va essayer d'accélérer un peu au début, parce que je sais que en fait bientôt il y aura, il y aura les entretiens, notamment des PFE et peut-être de l'embauche. Ben, du coup, donc il va falloir que vous soyez un peu, on va dire, alignés, en tout cas, par rapport à la formation initiale, parce qu'à la formation initiale, on a commencé, ça fait 2 semaines ou 3 semaines, donc ce qui fait, on essaiera donc de vous aligner, en tout cas en termes de connaissances par rapport à ce qui est déjà fait. Donc le cours sera consacré pour les architectures distribuées, les systèmes distribués particulièrement. Nous allons commencer par les architectures microservices. Donc juste pour rappel, c'est que nous avons en fait déjà parlé de ça. Donc pour développer une application, il y a deux styles d'architecture. Il y a l'architecture, ce qu'on appelle monolithique, et l'architecture microservice. Alors je rappelle, c'est quoi l'architecture monolithique? Donc une application monolithique, c'est une application qui est développée en un seul bloc. C'est-à-dire pour un grand problème donné, on développe une seule application. Alors si on développe, pour un grand problème donné, on développe une seule application, on dit que ça c'est une application qui est monolithique. Alors l'architecture d'une application monolithique et du classique, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Nous avons besoin d'un serveur d'application. Et puis donc, dans l'application, il y a des couches. Il y a la couche web, généralement dans laquelle on va créer ce qu'on appelle les web services. Et ces web services, donc, ils vont servir pour la partie front-end, souvent, notamment, il y a deux types de web services qui sont souvent créés dans cette couche, soit les web services basés sur REST, RESTful, ou bien les web services basés sur GraphQL. Donc justement, on aura l'occasion de revenir sur ça dans l'une des activités pratiques. Et puis, donc, il y a la couche métier, donc, qui s'occupe des traitements, c'est-à-dire tous les traitements de l'application seront généralement implémentés dans la couche métier. Et puis, donc, il y a la couche DAO, donc c'est la partie dans laquelle on va utiliser souvent un framework qui permet d'accéder aux bases de données. Et puis, donc, pour créer ce genre d'application, on crée les entités. Je rappelle que les entités, c'est des classes qui sont représentées par des tables au niveau de la base de données. Donc, généralement, donc ça, ce sont les premiers objets qu'on crée dans les applications. Et puis, pour des raisons techniques, alors ce n'est pas pratique d'utiliser directement les entités dans la couche web. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il se trouve que les entités, c'est des classes qui contiennent beaucoup d'attributs. Et quand un client mobile, par exemple, ou bien une application front-end demande, par exemple, un employé, ben, si vous voulez envoyer l'employé au format JSON, ben, vous allez envoyer tous les attributs de la classe employé, ce qui fait beaucoup. C'est-à-dire vous allez envoyer beaucoup d'attributs pour le client, et surtout que les entités sont liées par des relations. Par exemple, un employé appartient à un département. Donc, ce qui fait que si on demande un objet employé, ben, vous allez envoyer au client l'employé et le département. C'est-à-dire, finalement, vous allez lui envoyer les données sur l'employé, mais également, vous allez lui envoyer les informations sur le département. Donc, ce qui n'est pas, ça veut dire que si vous manipulez les entités directement dans la couche web, dans la couche UI, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la couche UI va recevoir beaucoup de données dont on n'a pas forcément besoin.
Donc, c'est quoi la solution? C'est utiliser ce qu'on appelle les DTO. Donc, on en a parlé en partie, si vous voulez, dans un cours. En fait, les DTO, ben, les DTO, c'est tout simplement, c'est quoi? C'est des classes dans lesquelles on va transférer les données dont on a besoin au niveau de la partie user interface. Donc forcément, les DTO, c'est des composants dont on a besoin dans les applications. Et si vous utilisez les DTO, c'est-à-dire Data Transfer Object, ben, tout simplement, vous aurez besoin de créer ce qu'on appelle un mapper. Donc je rappelle qu'un mapper, c'est quoi? C'est une classe dans laquelle on va avoir des méthodes qui permettent de transférer un objet vers un autre objet. Par exemple, je vais transférer les données d'un objet employé vers un objet employé de DTO. Alors, quelle est la différence entre employé et employé de DTO? C'est qu'employé, il contient tous les attributs qui se trouvent dans la base de données, et employé de DTO, il contient que les attributs dont j'ai besoin dans la couche UI, User Interface. Donc, ça, c'est juste un rappel. Ça, c'est l'architecture monolithique. Donc, cette architecture monolithique, donc, telle qu'elle est définie, c'est comme ça. Alors maintenant, quels sont les inconvénients? On va parler des inconvénients et des problèmes posés dans une architecture monolithique. Alors, parmi les principaux inconvénients, vous avez d'abord le fait qu'il centralise tous les besoins fonctionnels dans la même application. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans l'application, vous avez beaucoup de fonctionnalités. Et le fait d'avoir beaucoup de fonctionnalités dans la même application, c'est quoi le problème? Si une fonctionnalité bloque, ben c'est toute l'application qui sera bloquée. Donc, par exemple, une application dans laquelle vous faites l'inscription des étudiants, vous faites les paiements, vous faites la consultation des emplois du temps et vous faites autre chose, n'est-ce pas? Donc, si par exemple, dans la comptabilité, il y a une fonctionnalité qui bug, ben, c'est toute l'application qui va bloquer, donc je ne peux pas inscrire les étudiants. Donc, vous voyez, donc le fait d'avoir beaucoup de fonctionnalités dans la même application, c'est pas bien. C'est pas pratique parce que l'application, il va tout le temps bugger. Donc, à chaque fois qu'il y a un bug dans une fonctionnalité, ça va impacter toute l'application. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième inconvénient, c'est le fait que les applications monolithiques sont réalisées avec la même technologie. C'est-à-dire, on est obligé de choisir un langage ou bien une technologie de développement. Soit Java, soit Python, soit Node.js, etc. Donc ça veut dire que dans une application monolithique, je ne peux pas par exemple développer le module A avec Java et le module B avec Python et le module C avec Node.js. Donc je suis obligé d'utiliser le même langage et la même technologie. Donc ça c'est un deuxième inconvénient. Le troisième inconvénient majeur, c'est la maintenance. C'est que les applications monolithiques, c'est des grandes applications qui sont très difficiles à maintenir. Pourquoi elles sont très difficiles à maintenir? Parce qu'il y a beaucoup de classes et à chaque fois que je modifie dans une classe quelconque, je dois faire ce qu'on appelle les tests de régression. Ça veut dire quoi les tests de régression? Ça veut dire il faut tester si la modification que j'ai effectuée dans une fonctionnalité ne va pas poser des problèmes pour les autres fonctionnalités. Donc souvent c'est ce qui se passe, c'est que vous allez modifier quelque part, mais après, il y a d'autres fonctionnalités qui dépendent de cette fonctionnalité-là et qui vont engendrer des problèmes. Donc, ce qui fait que c'est très difficile à vérifier quand vous avez une grande application, surtout si on n'a pas les tests unitaires. Si tous les tests unitaires de l'application ne sont pas développés, il n'y a aucun moyen pour savoir si je fais une modification dans une classe, ça ne va pas causer des problèmes dans d'autres classes. À la rigueur, supposons que dans une application monolithique dans laquelle pour chaque fonctionnalité j'ai un test unitaire, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je fais une modification, je vais exécuter par exemple la commande Maven test, ce qui va exécuter tous les tests unitaires. Donc s'il y a un problème, je vais le voir. C'est ça les tests de régression. Les tests de régression, c'est grâce aux tests unitaires que je peux savoir si par exemple une modification dans une fonctionnalité ne va pas impacter d'autres fonctionnalités. Donc c'est un peu compliqué. Le quatrième inconvénient, c'est la livraison en bloc. Les applications monolithiques, c'est des grandes applications. Parfois, le client attend beaucoup de temps pour voir la première version de son application. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va passer beaucoup de temps dans la couche DAO, parce qu'il y a beaucoup de classes à créer. On va passer encore beaucoup de temps dans la couche métier, parce que c'est une grande couche métier. Et on va encore passer beaucoup de temps dans la couche web, c'est une grande couche web.
Et après, pour arriver à la partie front-end, on a déjà passé une année. C'est-à-dire que le client, une année, il n'a rien vu de son produit. Il attend beaucoup de temps pour avoir la première version de son application. Généralement, les applications monolithiques, c'est-à-dire la mise en production, prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, je n'ai la mise en production, c'est-à-dire, supposons que vous voulez faire de la maintenance, vous voulez corriger un petit problème. Normalement, si vous faites une correction, vous avez envie que l'application soit mise en production. Et souvent, ce n'est pas le cas pour les applications monolithiques. Pourquoi? Parce que quand on fait une modification, il faut refaire tous les tests. Les tests de régression, les tests de sécurité, il faut faire beaucoup de tests pour s'assurer qu'on peut passer en production. Alors, pour les grandes applications, ça prend beaucoup de temps. Et donc, pour tester les applications monolithiques, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, c'est des applications souvent qui sont très difficiles à tester. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Et surtout, le grand problème, c'est ça. C'est les performances. Alors, les applications monolithiques sont réputées d'être mauvaises en termes de performance. Si jamais vous avez une application monolithique, et s'il y a un problème de montée en charge. Alors, la montée en charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez beaucoup de clients qui se connectent en même temps à l'application. Quand il y a beaucoup de connexions simultanées à l'application devient trop lente. Et s'il devient trop lente, ça veut dire qu'il y a un problème de performance. C'est quoi la solution? Nous avons déjà parlé de ça. La solution, c'est la scalabilité horizontale. La scalabilité horizontale, c'est que l'application, je dois la démarrer dans plusieurs machines. La même application, je dois la démarrer dans plusieurs machines. Or, l'application monolithique, c'est une grande application. Et ça consomme beaucoup de ressources. Donc, je ne peux pas la démarrer facilement dans plusieurs machines. C'est coûteuse en termes de scalabilité. Donc, ce qui fait que généralement, si jamais une architecture monolithique présente des problèmes de performance, l'entreprise va souvent penser à migrer vers ce qu'on appelle l'architecture microservice. Alors justement, c'est ce que nous allons voir. C'est quoi l'architecture microservice et comment ça tient. Alors, c'est quoi une architecture microservice? Donc, l'architecture microservice, c'est un style d'architecture qui consiste à découper un grand domaine métier. Donc, j'ai un domaine métier, un métier quelconque. Je vais le découper en un ensemble de sous-domaines. Et pour chaque sous-domaine, je vais créer une application indépendante. C'est ce qu'on appelle un microservice. Je vous donne un exemple. Supposons que je veux créer une application de e-commerce. Au lieu de créer une seule application dans laquelle je vais faire la gestion des clients, la gestion des produits, la gestion des commandes, des paiements, des notifications, la facturation. Alors, si vous faites tout ça dans la même application, c'est quel style? C'est quelle architecture? Monolithique, c'est-à-dire une seule application pour l'ensemble des modules. Mais si vous utilisez l'approche microservice, pour la gestion des clients, vous créez un microservice. Pour la gestion des produits, un microservice. La gestion des commandes, un microservice. Les notifications, la facturation, etc. Donc, au lieu de créer une seule application, on va créer plusieurs petites applications. Par exemple, ici, vous avez un domaine métier qui se compose de 3 modules. Il y a le module A, le module B et le module C. Par exemple, le module A, ça peut être la gestion des clients. Le module B, ça peut être les produits. Et là, ça peut être les commandes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper ça en 3 applications. Pour le module A, on va créer un microservice. Pour le module B, on va créer un microservice. Et pour le module C, on va créer un microservice. Alors, chaque microservice est une petite application qui a sa propre base de données. Il a ses propres entités. Il y a la couche DAO, la couche métier, la couche web dans laquelle généralement on trouve les web services. Donc, c'est-à-dire par exemple un microservice pour gérer les clients. B, c'est le microservice pour gérer par exemple les produits. Et C, par exemple, c'est le microservice pour gérer les commandes. Alors maintenant, pour que ces 3 microservices puissent fonctionner dans le cadre d'une même application, nous avons besoin de mettre en place ce qu'on appelle une gateway.
Alors, c'est quoi la gateway? La gateway, c'est un service technique qui va se charger de recevoir les requêtes clientes. C'est-à-dire toutes les requêtes externes vont passer via la gateway. Et qu'est-ce qu'il va faire la gateway? Ben, la gateway, il va acheminer la requête vers le bon microservice. C'est-à-dire que la gateway, c'est juste une sorte de routeur qui va acheminer la requête vers le bon microservice. Quand il y a une requête qui concerne la gestion des clients, il va l'envoyer vers, par exemple, ce service. Quand il y a une requête qui concerne la gestion des produits, il va l'envoyer vers ce microservice. Et quand il s'agit d'une requête, par exemple, de gestion des commandes, dans l'autre microservice. Alors, généralement, la gateway a besoin de connaître l'adresse de chaque microservice. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que les microservices, c'est des petites applications qu'on démarre quelque part et on ne sait même pas dans quelle machine ils se trouvent. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est qu'on a besoin de créer ce qu'on appelle un annuaire, ce qu'on appelle un Discovery Service. Alors, le Discovery Service, c'est quoi? C'est un annuaire, c'est un service qui permet d'enregistrer le nom de chaque microservice. C'est-à-dire que chaque microservice qui démarre va se connecter vers ce service pour faire ce qu'on appelle une opération qui s'appelle register, c'est-à-dire s'enregistrer. Qu'est-ce que le microservice enregistre dans le Discovery? Deux informations principales. Le nom du microservice et son adresse. C'est l'URL. Donc, ce qui fait que, qu'est-ce que je trouve dans le Discovery? Ben, je vais trouver donc ici le nom du microservice. Et ça, je vais trouver l'URL. J'ai un microservice A, voilà son adresse. Microservice B, voilà son adresse. Etc. Donc, ça veut dire que techniquement parlant, si je connais le nom du microservice, je peux demander à Discovery de me donner l'adresse. Alors, justement, c'est ce que va faire la gateway. Bon, la gateway, quand il reçoit une requête à partir de la partie UI, généralement, au niveau de la requête, on connaît le nom du microservice. Pourquoi? Parce que dans l'URL, dans le path, on trouve parfois /customer service /customers. Ça veut dire customer service, ça représente le nom du microservice. Donc, si la gateway connaît le nom du microservice, où est-ce qu'il va trouver l'adresse? Dans Discovery. C'est-à-dire qu'il va demander à Discovery de lui donner l'adresse, il récupère l'adresse et puis il va acheminer la requête, envoyer la requête vers le bon microservice. Donc, vous voyez donc, Discovery Service, c'est un service qui va enregistrer, c'est un annuaire qui va enregistrer les adresses de chaque microservice. Alors, supposons qu'il y a un problème de montée en charge, par exemple sur le service C. Donc, le service C, il y a beaucoup de requêtes qui demandent le service C. Alors, dans ce cas-là, je n'ai la solution. C'est démarrer le service C encore en une autre instance. Le service C, il faut le démarrer en deux instances. Qu'est-ce qu'il va faire le service C? Il va encore s'enregistrer. Donc, et ici, on va avoir le service C. Il y a déjà le service C, il est dans l'adresse A1. Et j'ai une autre instance du même service C qui est dans quelle adresse? A2. C'est-à-dire pour le service C, j'ai combien d'instances? 2. Donc, quand une application demande le service C, ben, la gateway va demander à Discovery, donne-moi le service C. Ben, la Discovery il va lui donner combien d'adresses? 2. Et si la gateway a 2 adresses, ça veut dire qu'il a 2 possibilités, soit l'une, soit l'autre. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, la gateway, il va jouer l'équilibrage de charge. C'est-à-dire, une fois, il va appeler cette instance, la prochaine fois, il va faire appel à cette instance. Donc, il va répartir la charge. Alors, si on voit encore il y a un problème de montée en charge, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer de nouvelles instances. Donc, le fait de démarrer plusieurs instances, eh bien, ça veut dire que tout simplement, la gateway va tout simplement gérer l'équilibrage de charge. Donc, si vous voulez, la gateway, il fait 2 choses en réalité. La première, c'est quoi? C'est le routage. Le routage, ça veut dire quoi? J'ai une requête qui arrive et cette requête-là, elle va l'acheminer vers le bon microservice.
Le deuxième, si jamais pour une requête quelconque, il y a plusieurs chemins possibles, c'est-à-dire il y a plusieurs instances, qu'est-ce qu'il fait? L'équilibrage de charge. Il fait le load balancing. C'est-à-dire à chaque fois, il va répartir de façon à ce que la charge soit répartie sur plusieurs machines. Alors, un troisième service... Monsieur, j'ai une question par rapport à ce point-là. Oui, bien sûr. Concernant la gateway et le discovery service, c'est géré, cette répartition est gérée dans le code ou bien c'est côté configuration, côté DevOps? Non, alors pour le moment, je ne parle pas DevOps, donc je parle côté maintenant architecture indépendamment de DevOps, ok? Après, tout à l'heure, je vais parler c'est-à-dire de la partie DevOps, qu'est-ce qu'il va apporter au niveau déploiement, et après, peut-être tu auras l'occasion de poser la question. D'accord. Donc, vous voyez, donc ça c'est le principe. Après, le troisième service de configuration, c'est plutôt le troisième service technique dont on a besoin, c'est le service de configuration. Alors, pourquoi le service de configuration? Alors, donc il y a le service de configuration. Alors, pourquoi le service de configuration? Parce que ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique de créer un fichier de configuration pour chaque microservice. Si vous créez un fichier de configuration pour chaque microservice, vous allez rencontrer des problèmes. Lesquels? D'abord, vous allez voir, il y a des propriétés de configuration qui sont communes. Les mêmes propriétés de configuration que vous allez trouver dans le service A que dans le service C. Donc, ça veut dire si vous changez dans un fichier, il faut changer dans l'autre. Et en plus, à chaque fois que si vous modifiez la configuration, vous avez besoin de redémarrer le service. Ça veut dire que vous allez faire ce qu'on appelle la configuration à froid. La configuration à froid, ça veut dire quoi? Ça veut dire on arrête le service, on change le fichier de configuration et on redémarre. Ça veut dire que vous allez interrompre le service en production. Ce n'est pas pratique. Donc, c'est quoi la solution? Ben, la solution, c'est d'utiliser le service de configuration. Alors, à quoi sert le service de configuration? Eh bien, tout simplement, c'est pour créer un seul fichier de configuration pour l'ensemble des microservices. Donc, en fait, le service de configuration va gérer, généralement, il va gérer la configuration dans un repo. C'est un repository GitHub, généralement. Git, c'est un repository Git ou la GitLab, etc. Dans lequel on va trouver les fichiers de configuration de l'ensemble des microservices. L'avantage, c'est que chaque microservice qui démarre doit envoyer une requête vers config service pour lui demander « donne-moi ma configuration ». Donc, il va recevoir sa config, il démarre. Et si jamais on modifie quelque chose dans la configuration, bah, automatiquement, l'ensemble des microservices vont recevoir la mise à jour sans avoir besoin de les redémarrer. C'est-à-dire, avec le service de configuration, on peut faire ce qu'on appelle la configuration à chaud. La configuration à chaud, ça veut dire qu'on reconfigure sans avoir besoin de redémarrer. Et ça devient plus intéressant. Alors, ça vous donne une idée sur l'idée principale de l'architecture microservice. Je vais vous donner un exemple. Supposons que je veux créer une application qui permet de faire la gestion scolaire de l'INSET, par exemple, et que j'ai un diagramme de classe qui contient beaucoup de classes, et je voudrais utiliser l'approche microservice. On est 20 développeurs ici. Et bien, on va se répartir la charge. Chacun va développer un microservice. Par exemple, lui, il va créer un microservice qui permet de gérer les étudiants. Tu crées un microservice qui permet de gérer les salles, les profs, les modules, les notes. Donc, chacun va se charger de gérer, de créer un microservice. Alors, celui qui va créer le microservice qui permet de gérer les étudiants, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va créer? Ben, il va créer la classe student, student repository, student service et student rest controller. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de code à écrire. Ça, c'est pour un microservice. Alors, vous allez voir avec Spring, ce genre de microservice, vous pouvez le créer en 30 minutes. Alors, s'il arrive à créer 100 microservices en 30 minutes, et chacun d'entre vous, vous arrivez à créer votre propre microservice en 30 minutes, c'est qu'en 30 minutes, nous avons développé combien de microservices? 20.
Ça veut dire qu'en 30 minutes, nous avons presque développé une application. Vous voyez donc pour l'entreprise, c'est extrêmement important. Parce que l'entreprise, quand il utilise l'approche microservice, parce qu'il sait que chaque microservice, il y a une équipe qui va travailler dessus. C'est-à-dire, je peux recruter plusieurs équipes qui travaillent chacune sur un microservice. Et après, au bout, assez rapidement, on va développer l'application. C'est la première des choses. La deuxième des choses, quand vous allez développer votre propre microservice, chacun peut utiliser le langage et la technologie qu'il veut. Lui, il préfère Java, préfère Python, Node.js, C#, pas de problème. PHP, c'est-à-dire on n'est plus obligé de travailler avec la même technologie. C'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est qu'un microservice, c'est une petite application. C'est facile à développer, c'est facile à tester et c'est facile à maintenir. S'il y a de la maintenance, maintenir une petite application, ce n'est pas maintenir une grande application. Autre chose, c'est que quand vous allez démarrer votre microservice dans votre machine, chaque microservice va utiliser un processus séparé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a un microservice qui bloque, ça ne va pas bloquer les autres microservices. Imaginez qu'à un moment donné, en 30 minutes, chacun démarre son microservice dans sa machine. Et bien, tous les microservices que vous démarrez, ils vont se connecter vers ma machine pour, là où se trouve Discovery Service, ils vont enregistrer quoi? Le nom et l'adresse. Et puis, je prends un browser, je vais taper par exemple /student-service/students. Je demande student service. Qu'est-ce qu'il va faire la gateway? Il va demander à Discovery, donne-moi où se trouve student service. Il va lui donner l'adresse. Et bien, la gateway va envoyer la requête vers sa machine. C'est sa machine qui va faire le traitement, il me rend le résultat. C'est-à-dire, vous voyez donc, vous n'avez pas besoin de communiquer entre vous. C'est des équipes qui sont complètement indépendantes. Alors maintenant, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que généralement, parfois, il y a un microservice qui a besoin de faire appel à un autre microservice. Donc ça, c'est des questions qu'on va se poser. Comment? Maintenant, il y a des challenges. C'est-à-dire, si vous voulez, ça a l'air d'être bien, mais il y a un challenge. Alors, le premier challenge, c'est-à-dire, nous sommes dans des systèmes distribués. Et comme c'est un système distribué, donc, comment faire la communication entre les microservices? Bon, ça, on a presque des réponses. Donc, je vous rappelle que pour faire communiquer les microservices, donc, généralement, il y a des solutions qui sont basées sur ce qu'on appelle les middleware. Donc, on peut utiliser les web services. Donc, il existe plusieurs types de web services qu'on peut utiliser. Notamment, on peut faire communiquer les microservices avec SOAP, les web services SOAP qui utilisent, je rappelle, HTTP et XML. On peut utiliser REST, GraphQL, gRPC. C'est des technologies que vous allez devoir utiliser en fait cette année-là pour pouvoir faire communiquer les microservices. Alors, le fait d'utiliser les web services, c'est que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle une communication synchrone. Synchrone, ça veut dire qu'il y a un service qui envoie une requête vers un autre microservice et puis il attend la réponse. Tant qu'il ne lui a pas donné la réponse, il est bloqué. Donc l'inconvénient de la communication synchrone, c'est quoi? C'est que c'est une communication qui est bloquante. J'appelle un microservice, si le microservice ne marche pas, eh ben, moi je suis bloqué. L'autre solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la communication asynchrone. Et là, vous allez voir, d'ailleurs, il y a une partie qu'on va traiter. Généralement, on peut utiliser ce qu'on appelle des brokers. Et parmi les brokers les plus populaires, il y a Kafka et RabbitMQ. Donc, c'est des brokers qui vont permettre aux microservices d'échanger des messages de manière asynchrone. Et vous allez voir, avec ça, on peut réaliser des applications distribuées de haute performance. Mais tout ça, c'est des modèles qu'on va étudier. Donc, c'est-à-dire, la communication entre les services, il y a des solutions, il y a des middleware, donc on va devoir les maîtriser et on va devoir les utiliser. Donc, en résumé, donc qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que quand un client envoie une requête, alors toutes les requêtes vont passer via la gateway. Alors, la gateway, généralement, quand il reçoit la requête, dans la requête, il y a l'URL. Regardez cette URL. Vous avez ici /inventory service /products.
Alors, slash inventory service slash product. Alors, c'est quoi inventory service? Alors, ça représente quoi inventory service? Ça représente le nom du microservice. Donc, ça veut dire que la gateway, il connaît le nom du microservice. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Discovery Service, donne-moi l'adresse, l'URL. Bah, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir ici l'URL où se trouve. Et après, la gateway va envoyer la requête vers Inventory Service qui va faire le traitement. Il va retourner un résultat et ce résultat va être envoyé vers le client. Alors, ça c'est le principe de base. Supposons il y a un problème de montée en charge. Par exemple, le service Inventory est demandé plusieurs fois. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va le démarrer en plusieurs instances. C'est-à-dire, on va le démarrer dans plusieurs machines. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Quand la gateway reçoit la requête qui demande Inventory Service, qu'est-ce qu'il va faire? Il demande à Discovery, je veux les adresses où se trouvent les microservices. Il va recevoir cette fois-ci une liste. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs... ce service-là, il est démarré dans plusieurs machines. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire la gateway? Il va faire l'équilibrage de charge. La dernière fois, il a fait appel à cette instance, mais cette fois-ci, il va faire appel à cette instance. La prochaine fois, c'est celle-là qui va répondre. L'autre fois, ça va être celle-là. C'est à tour de rôle. Si je vois que les deux instances ne sont pas suffisantes parce que l'application elle est lente, qu'est-ce que je dois faire? Je démarre une troisième. Et ça, c'est, on va dire, c'est-à-dire la scalabilité. C'est l'une des caractéristiques principales des architectures microservices. Alors, regardez, supposons que l'application Facebook, par exemple, supposons que l'application Facebook est une application monolithique. Vous savez que l'application Facebook contient des milliers de fonctionnalités. Et si je vous pose la question, dans Facebook, quelle est la fonctionnalité la plus demandée, la plus utilisée? Alors, on va dire par exemple like. Vous savez combien de requêtes de type like qui arrivent vers Facebook? C'est 10 millions par seconde, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez? Vous avez une application Facebook, là où il y a combien de fonctionnalités? Il y a des milliers de fonctionnalités. Et parmi les fonctionnalités, il y a la fonctionnalité like. Si c'est une application monolithique et quand vous avez la charge, il y a beaucoup de requêtes qui arrivent vers le serveur, ben vous allez avoir un problème de montée en charge. Et s'il y a un problème de montée en charge, quelle est la solution? C'est la scalabilité. Ça veut dire quoi la scalabilité? Ça veut dire que c'est toute l'application qu'on va démarrer dans plusieurs machines. Or, regardez, ben, les autres fonctionnalités ne sont pas très demandées. Qu'est-ce qui pose problème de performance? C'est la fonctionnalité like. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, cette fonctionnalité like, cette petite fonctionnalité, je vais la mettre dans une application séparée, un microservice. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un problème de montée en charge, c'est que ce microservice que je démarrer en plusieurs instances. Donc, ce qui fait, comme c'est une petite application, ça veut dire que ça ne va pas consommer beaucoup de ressources. C'est pour cela qu'on dit que les architectures microservices sont... L'une des caractéristiques, c'est la scalabilité horizontale. OK? Alors, tout ça, ça semble être bon. Mais maintenant, regardez bien. Supposons... Alors, si vous êtes un administrateur système, vous voulez déployer cette architecture microservice manuellement, ben, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que quand vous donnez l'application microservice à un administrateur système, qu'est-ce qu'il va vous dire? Ben, il va vous dire, je vais me déplacer vers une machine, je vais démarrer Inventory Service. Ensuite, je vais me déplacer vers une autre machine, je démarre Discovery Service. Ensuite, je démarre la gateway. Et après, je démarre... Vous voyez, donc si vous avez une cinquantaine de microservices, chaque microservice, il doit être déployé indépendamment. Et puis, quand il y a un microservice qui bloque, c'est l'administrateur système qui doit le redémarrer. Et s'il y a un problème de montée en charge, c'est l'administrateur système qui doit démarrer plusieurs instances. Et si vous demandez à un administrateur ça, ben, il va vous dire, mais c'est quoi cette application? Pourquoi vous ne développez pas une application monolithique? Vous voyez, donc l'administrateur système, il va préférer une application
Monolithique, parce qu'une application monolithique, c'est une seule application que je démarre, je déploie dans un serveur, je suis tranquille. D'accord? Donc ça veut dire que si vous développez une architecture microservice, il ne faut pas croire que vous allez gérer ça manuellement. Et là, vous allez utiliser les outils DevOps. Donc c'est-à-dire quand on développe une architecture microservice, c'est que en termes de déploiement, vous aurez besoin d'utiliser donc les architectures DevOps. Alors pour parler, il y a un certain nombre d'outils dont vous aurez besoin, qu'il faut connaître dans un premier temps, parce qu'après on va détailler ça. C'est d'abord les outils, il y a principalement Docker. Bon, Docker c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître. Il y a Kubernetes par exemple. Ansible. Rien que ça pour le moment. Je vais vous expliquer c'est-à-dire l'intérêt de ces trois outils. Bon, pour définition, Docker permet de créer ce qu'on appelle des conteneurs pour les applications. Kubernetes, il permet de faire ce qu'on appelle l'orchestration des conteneurs. Et Ansible, il permet donc d'automatiser la configuration, c'est-à-dire de déployer l'infra. Alors, pour vous expliquer ça, regardez bien. Si je prends par exemple une machine, un serveur. J'ai par exemple un serveur 1. Alors d'abord, dans un serveur, il y a la partie matérielle. Quels sont les composants? Les composants hardware, il y a le CPU, il y a la RAM. Quoi d'autre? Il y a le disque dur. Et après, il y a la carte réseau, il y a la carte graphique, etc. Il y a plein de cartes, n'est-ce pas? La carte Wi-Fi, ça c'est le hardware. Donc quand vous démarrez en fait un serveur, vous démarrez un système d'exploitation, OS. C'est ce qu'on appelle l'OS hôte. C'est-à-dire le premier système d'exploitation qui démarre dans une machine, c'est le système OS hôte. Alors, mais après, en production, quand vous démarrez un serveur, tout ce qu'on fait, c'est dans des machines virtuelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas démarrer directement les applications dans le serveur physique, mais plutôt on va démarrer ce qu'on appelle les machines virtuelles. Alors pourquoi on a besoin des machines virtuelles? Parce que vous avez un serveur qui est très puissant avec beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire, etc. Et ça va être du gâchis si on l'utilise que pour un certain nombre d'applications. Donc généralement, la solution, c'est de démarrer des VM. Alors je vais démarrer deux machines virtuelles. VM1 et VM2. Alors, quand vous démarrez une machine virtuelle, qu'est-ce qui se passe? La machine virtuelle, c'est comme une machine physique. Il a d'abord le hardware, si vous voulez. Ce n'est pas du vrai hardware, c'est des composants virtuels. C'est-à-dire, la machine virtuelle, il crée d'abord en mémoire, il a besoin de quelle mémoire? La RAM virtuelle, le CPU virtuel. Vous avez le disque, le stockage, les cartes, donc c'est-à-dire tous les composants que vous voyez là matériels, la carte graphique, etc. Vous allez encore le démarrer sous forme d'objets. C'est des objets, c'est pas physique, c'est virtuel. Et puis la VM va démarrer le système d'exploitation, par exemple OS1. La même chose ici. Vous avez des composants virtuels. Et puis vous avez l'OS2. Par exemple, l'OS1, ça peut être le système Windows. L'OS2, ça peut être le système Linux. C'est-à-dire, dans la même machine, je peux faire cohabiter plusieurs machines virtuelles. Alors maintenant, vous avez la réalité, c'est ça. C'est que tout ce qu'on fait, c'est dans des machines virtuelles. Si vous démarrez directement les applications dans la machine virtuelle, vous allez rencontrer un problème. Lequel? Le problème que vous allez rencontrer, c'est un problème de conflit entre les applications. Ça veut dire quoi? Dès que vous allez démarrer une application, il va vous dire le numéro de port est déjà utilisé par une autre application. Donc, quoi le problème? Il faut arrêter l'autre application, c'est qui utilise le numéro de port, etc. Vous démarrez une application, par exemple Python, qui utilise une librairie version 1.5,
Et quand vous l'exécutez, il va vous dire, il y a une autre application qui utilise la même librairie, mais la version de 2.5. C'est-à-dire vous avez plusieurs applications qui utilisent la même librairie, mais avec des versions qui sont différentes. Il y a des conflits. Il y a une application qui a besoin d'utiliser Java 8, il y a une autre qui a besoin d'utiliser Java 17, Java 21, dans la même machine. Des conflits. Donc, l'administrateur système, il va pas, on va dire, aimer. Ok? Donc, quelle est la solution? Ben, la solution, c'est d'utiliser les conteneurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser Docker. Si là, on va utiliser Docker, c'est pour créer ce qu'on appelle des conteneurs. Containers. Alors, c'est quoi un conteneur? Regardez, je vais démarrer deux conteneurs. Ici, un premier conteneur et un deuxième conteneur. C'est quoi un conteneur? C'est très simple. Un conteneur, c'est une machine virtuelle. Mais c'est une machine virtuelle qui est légère. Pourquoi elle est légère? Parce que le conteneur n'a pas de système d'exploitation à démarrer. Tous les conteneurs vont utiliser le même système d'exploitation de la machine hôte. Ce qui fait que les conteneurs, ils sont légers, ils peuvent démarrer assez rapidement. Mais un conteneur, il est démarré pour démarrer une seule application. Une seule application. Par exemple, ici, vous avez l'application A1, et ça, vous avez l'application A2. Donc, l'application A1, il va démarrer dans un conteneur isolé, dans un conteneur, et dans le conteneur, il va trouver toutes les dépendances dont il a besoin pour fonctionner correctement. Donc, ça veut dire que l'application A1 pour l'application A1, il s'exécute dans une seule machine toute seule. Donc, c'est-à-dire, il ne va pas vous dire, quand vous démarrez A1, il ne va pas vous dire le numéro de port est utilisé par une autre application parce qu'il est seul dans le conteneur. Donc, il n'y a pas de conflit avec les autres applications. Donc, ce qui fait que dorénavant, vous savez que vous installez beaucoup de logiciels. Au lieu de télécharger un outil et de le démarrer, ben vous allez installer dans vos machines Docker Desktop. Et à chaque fois que vous voulez démarrer une application, vous tapez la commande Docker Run, par exemple MySQL. Quand vous tapez Docker Run MySQL, qu'est-ce qu'il va faire Docker? Il va regarder dans votre machine, est-ce qu'il y a l'image MySQL? S'il n'existe pas, il va se connecter, il va la télécharger, il la démarre dans un conteneur et vous avez MySQL qui est démarré. Si vous tapez encore Docker Run MySQL, il démarre MySQL. Vous tapez encore Docker Run MySQL, il démarre MySQL. Donc vous démarrez MySQL combien de fois? 3 fois. Vous avez 3 instances de MySQL qui est démarré, mais les 3 instances, ils utilisent le port 3306. Donc il n'y a pas de conflit, parce que chaque instance s'exécute dans un conteneur isolé. Donc, la première des choses, c'est la containerisation. Comment un conteneur, c'est une sorte de machine virtuelle légère qui va être utilisée uniquement pour démarrer une seule application. Et cette application, elle est isolée dans ce conteneur, toute seule, et il va trouver dans le conteneur toutes les dépendances dont il a besoin pour fonctionner correctement. Est-ce que vous avez compris le principe du conteneur? C'est clair? Donc, ADA, c'est le conteneur. Donc, forcément, tout le monde va utiliser Docker pour créer des conteneurs. C'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, quand vous utilisez l'architecture microservice, rappelez-vous tout à l'heure, maintenant, notre administrateur système, s'il travaille avec Docker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vers une machine, il va taper Docker Run Inventory Service. Docker Run, il va dans une autre machine, Docker Run, par exemple, Discovery Service, etc. N'est-ce pas? Déjà, il n'aura plus ce problème de le numéro de port est utilisé, la bibliothèque, il y a un conflit avec, etc. Donc, il n'aura plus ce problème-là. Oui, pour lui, dès qu'il tape Docker Run, c'est-à-dire le conteneur va obligatoirement démarrer. Il n'y a aucun problème. Mais ça reste toujours lourd. Pourquoi ça reste lourd? Parce que l'administrateur système, il doit se déplacer dans les machines, Docker Run, Docker Run, Docker Run. Et quand il y a un conteneur qui tombe en panne, c'est lui qui va le redémarrer. Et quand il y a un problème de montée en charge, c'est lui qui va démarrer de plusieurs
instances. Donc c'est toujours lourd. Il va vous dire c'est beaucoup. Bah, vous allez lui dire tiens, il y a une solution. Et bien tout simplement, on va utiliser ce qu'on appelle Docker Compose. Alors en fait, Docker Compose, c'est une partie de Docker. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, avec Docker Compose, nous allons créer un fichier qui s'appelle Docker Compose.yaml. C'est un fichier. Et dans ce fichier-là, je vais déclarer tous les microservices que je veux démarrer, tous les conteneurs. Par exemple, je dois déclarer le conteneur, je veux demander à Docker, c'est comme si je demande à Docker, démarre-moi un conteneur de inventory service en utilisant ce numéro de port, démarre-moi un conteneur de MySQL en utilisant ce numéro de port, etc. etc. Donc, c'est-à-dire tout ça, je le fais dans un fichier. Et une fois que je crée ce fichier Docker Compose, et bien l'administrateur système finalement pour déployer toute l'application, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper une seule commande, c'est Docker Compose App. Docker Compose App. Quand il va taper Docker Compose App, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, Docker Compose, il va démarrer tous ces conteneurs. C'est-à-dire finalement toute l'architecture microservice qui va démarrer. Donc c'est-à-dire il ne va plus démarrer microservice par microservice. Donc vous voyez donc finalement ce fichier Docker Compose, c'est qui le crée? C'est le développeur. C'est-à-dire quand vous allez créer un projet, vous allez créer un fichier qui s'appelle, vous allez créer deux fichiers. Hein. Le premier ça s'appelle Dockerfile. Alors Dockerfile c'est vous déclarez l'image Docker, tout ce qu'il a, c'est-à-dire pour chaque service vous déclarez l'image Docker. Tout ça, on va le voir en détail, bien sûr. Et puis, vous allez créer, si vous avez une architecture microservice, là, vous avez beaucoup de services, ben, vous avez besoin de créer un fichier Docker Compose dans lequel vous déclarez l'ensemble des conteneurs, c'est-à-dire que vous voulez démarrer dans votre application. Ben, et du coup, donc, l'administrateur système, lui, Docker Compose App. Et après, il ne va plus vous dire, donnez-moi, je veux une application monolithique. Parce que pour lui, une application monolithique ou bien une application microservice, c'est la même chose. Une application monolithique, il la démarre avec Docker Compose App. Et une architecture microservice, il va la démarrer avec Docker Compose App. Et si je veux arrêter tous les microservices, ben je vais utiliser Docker Compose Down. Docker Compose App, Docker Compose Down. Donc vous voyez, donc ça c'est l'une des entrées de l'écosystème DevOps, mais ça c'est quelque chose que forcément on va beaucoup utiliser cette année-là. Est-ce que vous voyez l'intérêt du conteneur? Donc les conteneurs, ils vont être utilisés pour isoler une seule application. Donc vous voyez donc physiquement maintenant vous pouvez voir ce qui se passe. Regardez, vous avez une machine physique qui démarre plusieurs machines virtuelles. Et chaque machine virtuelle va démarrer plusieurs conteneurs. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un conteneur? Une seule application. Alors, si vous vous arrêtez là, c'est que l'administrateur système, il va dire, bon, c'est pas grave, donc je peux déployer facilement une architecture microservice, mais après, il va se plaindre. Pourquoi il va se plaindre? Parce que si c'est lui qui va taper cette commande-là, Docker Compose App, ben, ça veut dire que c'est lui qui doit surveiller les conteneurs. S'il y a un conteneur qui bloque, c'est lui qui doit le redémarrer. S'il y a un problème de montée en charge, c'est lui qui va démarrer de nouvelles instances. C'est-à-dire, il va surveiller, il va faire le monitoring. Et ça, c'est une tâche qui est trop lourde. Eh bien, maintenant, ce n'est pas l'administrateur système qui va faire ça. Eh bien, ce qui va faire ça, c'est un outil qui permet de faire ce qu'on appelle l'orchestration du conteneur. Donc, c'est là on va trouver Docker, plutôt Kubernetes. Alors, Kubernetes, c'est un outil qui permet de faire ce qu'on appelle l'orchestration des conteneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, qu'est-ce qui va exécuter cette commande-là, Docker Compose App? C'est Kubernetes. Ce n'est pas l'administrateur système. Alors maintenant, Kubernetes, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, il y a une machine ici, il y a un serveur, il y a un autre serveur. C'est-à-dire physiquement, vous avez combien de serveurs? Dans votre data center, vous avez plusieurs serveurs. Ben, Kubernetes, quand vous lui demandez Docker Compose, parce que Kubernetes, il va démarrer dans tous les serveurs sous forme de cluster. Si vous demandez Docker, s'il va exécuter donc
C'est-à-dire, si c'est lui qui va faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Quand il démarre un conteneur, c'est lui qui va l'envoyer vers cette machine virtuelle. Ce conteneur, je vais l'envoyer vers cette machine. Ce conteneur, je vais l'envoyer vers cette machine. C'est-à-dire, c'est lui qui va distribuer les conteneurs dans plusieurs machines. Et s'il y a un conteneur qui tombe en panne, c'est lui qui va le redémarrer. Et s'il y a un problème de montée en charge, c'est Kubernetes qui va démarrer plusieurs instances. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que maintenant, l'administrateur système, il va encore revenir en arrière. N'est-ce pas? Ben, c'est-à-dire, alors maintenant, Kubernetes, c'est lui qui va surveiller, c'est lui qui va démarrer. Qu'est-ce que je dois faire moi? Et bien l'administrateur système, il va dire, bah, au moins c'est à moi d'installer ces serveurs-là, n'est-ce pas? Et c'est à moi de créer ces machines virtuelles. Ben, vous pouvez faire ce choix. C'est-à-dire l'administrateur système, il va démarrer l'infra qu'il faut, et après, il va tout simplement démarrer Kubernetes. Et à chaque fois qu'il veut démarrer quelque chose, il va utiliser la commande capctl, donc c'est Kubernetes. Avec ces commandes-là, il va demander à Kubernetes fait. Il y a des années, l'administrateur qui le fait, ben, on demande à Kubernetes de le faire. C'est clair? Mais sauf que, dans la majorité des cas, la gestion des machines, etc., des machines virtuelles, ça se passe dans le cloud. Ben, et du coup, donc, il y a des outils qui sont capables de faire ce travail. Et parmi ces outils-là, il y a Ansible. Ben, Ansible, c'est lui qui va créer les machines virtuelles. Ben, Ansible, la même chose. Vous créez un fichier de configuration. Vous lui demandez dans la description, j'ai besoin d'une machine virtuelle avec 4 Go de RAM, 100 Go de disque dur, tel. J'ai besoin d'une machine virtuelle, voilà les caractéristiques. Donc, vous décrivez dans le fichier Ansible la configuration que vous voulez. Vous déclarez vous voulez utiliser quel firewall, je ne sais pas, vous voulez utiliser tout ce que vous voulez. C'est-à-dire tout ce que vous voulez finalement installer et configurer, il suffit de le déclarer dans un fichier Ansible. Et si vous donnez à Ansible ce fichier-là, il vous place tout ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire, encore l'administrateur système, il va encore revenir en arrière. Il va dire, bah, tiens, maintenant, Ansible va faire tout ça, moi, qu'est-ce que je vais faire? Et bien, dans ce cas-là, l'administrateur système doit chercher sa place en tant qu'ingénieur DevOps. Et donc, quand il doit automatiquement devenir ingénieur DevOps, ben, ça veut dire que son métier va changer. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas faire que ça. Ben, il y a plein de choses, il doit automatiser, il doit mettre en place un pipeline qui permet d'automatiser donc le déploiement continu des applications. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais il faut juste noter une chose, parce que tout à l'heure, il y a votre collègue qui a posé une question. Rappelez-vous, donc, j'avais dit que la gateway, il se charge de l'équilibrage de charge, n'est-ce pas? Mais quand vous utilisez Kubernetes, ce n'est plus la gateway qui se charge de l'équilibrage de charge, c'est Kubernetes. Pourquoi? Parce que la gateway, c'est-à-dire que quand vous démarrez plusieurs instances, et bien c'est Kubernetes qui va démarrer plusieurs instances. Et dans ce cas-là, il démarre ce qu'on appelle un cluster d'instances. C'est-à-dire toutes les instances qu'il va démarrer, c'est un cluster. Ben, et du coup, donc la gateway, c'est-à-dire que c'est le cluster qui va s'enregistrer. Ça veut dire que la gateway, quand il veut envoyer la requête, il va l'envoyer vers le cluster. Et après, c'est Kubernetes qui va se charger par la suite de faire l'équilibrage de charge. C'est-à-dire l'équilibrage de charge se fait c'est Kubernetes qui va le faire. Donc, c'est-à-dire la gateway n'a plus besoin de faire l'équilibrage de charge, c'est Kubernetes qui va le faire. Donc, c'est-à-dire ça peut se faire soit au niveau de la gateway, dans le cas où vous n'utilisez pas Docker, plutôt Kubernetes, et ça se fait au niveau de Kubernetes dans le cas où vous utilisez Kubernetes. Voilà. Est-ce que c'était ça ta question tout à l'heure? Donc, je ne sais pas. Oui, exactement, monsieur. C'est parfait. Donc, j'ai compris ta question, j'ai donné la bonne réponse. Donc, donne-moi 10 sur 10. Ça vous avez 20 sur 10.
Il m'a donné 20 sur 10, donc voilà, tout le monde applaudit. Ok, c'est pas grave. Est-ce que c'est clair? Alors, croyez-moi que je suis en train de vous donner juste les éléments, un peu les fondements. Mais après, durant toute l'année, on va parler que ça. C'est le même langage qu'on va parler. Après, on va pratiquer, etc. Donc, ce qui fait, mais c'est bien que vous le mettez en tête, de comprendre, parce que si demain vous passez un entretien, ben, vous n'allez pas leur dire non, je n'ai pas encore fait un cours sur Kubernetes. Mais la moindre des choses, c'est de comprendre à quoi sert Docker, à quoi sert Kubernetes, à quoi sert Ansible, pourquoi, etc. Ça, c'est bien. C'est avoir ce bagage, ça vous permet de passer parfois des entretiens correctement. Alors maintenant, l'administrateur système, il va se chercher. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, l'administrateur système devrait, à un moment donné, devrait mettre en place un pipeline pour automatiser les déploiements. Je vais vous donner une idée, mais tout ça, on aura l'occasion d'y revenir. Regardez, si vous êtes, je vais changer la couleur, peut-être en rouge. Vous êtes un développeur, n'est-ce pas? Vous voyez ce petit bonhomme? C'est vous. Vous êtes un développeur, vous écrivez votre code. Et quand vous écrivez votre code, qu'est-ce que vous faites à la fin? Vous allez faire les tests, pour vous ça marche. Vous allez faire push. Ah ouais, push. Push vers quoi? Donc, vous aurez besoin d'un système de gestion des versionning, GitLab, GitHub, Atlas. Donc, il existe des plateformes de gestion distribuée, c'est-à-dire de versions. Donc, vous allez pousser votre code source vers GitLab, par exemple. Et quand vous poussez votre code vers GitLab, il y a votre tech lead qui va accepter le pull request. Alors, si votre responsable va accepter le pull request, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclencher, il va faire appel à un outil qui permet de faire ce qu'on appelle CI/CD. CI/CD, c'est Continuous Integration, Continuous Delivery. Donc, un outil, parmi les outils CI/CD qui sont très populaires, il y a un outil qui s'appelle Jenkins. Je garde ce rouge-là ou je change peut-être? C'est lisible? Okay. Donc, il y a Jenkins. Jenkins, c'est un outil qui est très important, qui va s'occuper de piloter un pipeline pour automatiser l'intégration continue et le déploiement continu, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Jenkins? Regardez bien ce qu'il va faire. Il va d'abord prendre votre code source, il va l'envoyer vers un outil d'audit du code source. Et parmi les outils qui sont très populaires, qui sont connus, il y a Sonar. SonarQube, c'est un outil qui permet de faire l'audit du code source. Ça veut dire quoi l'audit? Vous lui donnez le code source de n'importe quel langage et après il va vous générer un rapport. Il va regarder la qualité du code. Il va vous générer un rapport pour vous dire les problèmes que vous avez dans votre code. Il va vous dire par exemple, vous avez oublié les commentaires. Vous avez utilisé une librairie qui présente des failles de sécurité. Vous avez créé des variables que vous n'avez pas utilisées. Vous avez la manière avec laquelle vous avez nommé les variables, vous n'avez pas respecté les conventions. C'est-à-dire, c'est pas un être humain qui va lire votre code. Qu'est-ce qui va rédiger un rapport de qualité de votre code? C'est pas un être humain, c'est des outils. Donc, SonarQube, c'est très utilisé par les entreprises pour vérifier la qualité du code. Alors, quand vous êtes dans des petites boîtes, tout le monde fait confiance à tout le monde. Ça marche, je vous fais confiance. Tout le monde fait confiance à tout le monde jusqu'à l'heure de vérité. Quand l'application elle est en production, non, c'est pas moi, c'est toi, tu aurais dû faire. Oui, donc la bagarre, c'est après. Alors, dans le système réel, c'est que
Voilà, donc avant qu'on passe à l'étape suivante, on va d'abord analyser le code source. Donc il va générer donc l'audit, il va faire l'audit, et après il va générer un rapport. Donc vous voyez, donc il y a un rapport qui contient les erreurs que vous devrez corriger. Donc Jenkins, il va recevoir ce rapport, il va le publier où? Fin. GitLab. Donc ça veut dire quoi le développeur? Vous faites push et quelques minutes après, vous allez voir quoi ici? Donc votre GitLab, vous allez voir le rapport de Sonar. Vous lisez le rapport, vous allez trouver les erreurs. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez corriger. Vous corrigez votre code, vous allez corriger. Une fois que vous corrigez votre code selon les remarques de Sonar, vous allez refaire push. Encore, j'accepte. Votre code va être envoyé vers Sonar. Il va rédiger le rapport. Alors cette fois-ci, si votre rapport, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème, vous avez respecté toutes les bonnes pratiques, eh bien, on va passer à l'étape suivante. Alors c'est quoi l'étape suivante? C'est ça, c'est compiler. Je veux compiler le code source. Et pour compiler le code source, je fais appel à quel outil? Si par exemple vous travaillez avec Java, vous allez utiliser Maven. Donc vous allez utiliser Maven Compile, c'est pour compiler. Maven Test, c'est pour exécuter les tests unitaires. Maven Package, c'est pour générer quoi? Le jar. C'est pour générer l'exécutable. Maintenant, je sais que mon code, il est de bonne qualité. Et je sais que mon code, il est compilé, donc il n'y a pas d'erreur de compilation. Et je sais que tous les tests unitaires passent sans problème. Et je sais que j'ai généré le jar, l'exécutable. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Cet exécutable, je dois le déployer en production. Ça veut dire quoi déployer en production? Je dois le démarrer dans une VM, dans une machine virtuelle quelque part. Alors pour faire ça, je sais que je vais utiliser Docker. Donc je vais demander à Docker, vous voyez donc ici Docker. Je vais utiliser Docker build. Alors ça veut dire quoi build? Je vais construire une image Docker pour cette application. Une fois que je construis une image Docker pour cette application, eh bien je vais d'abord, il me faut une VM pour démarrer l'application en production. Et bien c'est là où je vais faire appel à quoi? Ansible. Donc vous voyez ici, donc j'appelle Ansible pour lui demander installe-moi l'infrastructure qu'il me faut s'il n'est pas déjà installé. Une fois que Ansible va démarrer ça, maintenant je vais demander à quoi? Kubernetes. Alors Kubernetes, donc je vais lui demander de démarrer les conteneurs. Et ben, Kubernetes, il va démarrer. Quand il va démarrer, il va surveiller les conteneurs, etc. Okay, donc ça veut dire que pour le développeur, vous faites push de votre code et quelques minutes après, votre application elle est en production. Alors c'est quelque chose qu'on n'a jamais imaginé il y a longtemps. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Vous écrivez votre code, pour passer en production, il faudrait envoyer votre code à l'administrateur système. Et l'administrateur système, il va commencer à râler à gauche à droite parce que vous lui dites il faut installer Tomcat version telle, il me faut Java version telle, il me faut telle, il doit installer tout ce qu'il faut, les librairies, et il va passer beaucoup de temps à déployer. Et quand votre application fonctionne, le problème c'est que votre application elle est déployée. Il a passé 2 semaines d'échange entre vous pour déployer l'application. Et le lendemain, on découvre qu'il y a un bug dans l'application. Il faut aller vers le code source, corriger, refaire tout le processus, c'est-à-dire dans 2 semaines pour corriger le bug. Alors que l'application en production, mais si vous avez un pipeline DevOps comme ça, bah, les entreprises n'ont plus ce problème. C'est-à-dire même s'il y a maintenant la maintenance, bah, je prends le code source, je le corrige, je fais push. Tic, 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 tic. L'application, elle est en production. Mais DevOps, ce n'est pas uniquement ça. DevOps, après, vous allez utiliser Jira pour la gestion des projets.
C'est-à-dire Jenkins, lui, il va contacter Jira, il va contacter une base de données pour récupérer des paramètres de configuration. Il doit envoyer des notifications. Ça veut dire que qu'est-ce qui va piloter le pipeline? C'est Jenkins. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle CI/CD. Alors maintenant, est-ce que Jenkins est le seul? Non. Si vous travaillez avec GitLab, alors GitLab a son propre outil CI/CD. Donc c'est-à-dire il y en a ceux qui vont travailler avec Jenkins, il y en a ceux qui travaillent avec GitLab. Et c'est comme ça. Donc ça veut dire que l'ingénieur DevOps, lui, il aura besoin de savoir configurer Sonar, gérer tout ça, gérer Ansible, configurer Kubernetes. C'est-à-dire il a besoin d'avoir une connaissance sur tout ça et de mettre en place sur tout ça le pipeline. Regardez. Ce pipeline, chaque point que vous voyez là, c'est un script que vous allez écrire. C'est des scripts que vous allez écrire. Et parfois, on écrit des scripts avec Java, parfois avec Python, parfois avec JavaScript. Parfois, vous avez le choix de choisir ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire qu'un ingénieur DevOps, lui, il a besoin de coder. N'est-ce pas? C'est pour cela que, à tel point, un développeur peut prendre le poste d'ingénieur DevOps et un administrateur système également, il peut prendre le poste d'un ingénieur DevOps. Et celui qui est le mieux placé, c'est celui qui fait les deux. Donc, c'est-à-dire si vous savez développer une architecture microservice, c'est ce que vous allez faire cette année. Et si vous savez mettre en place tout cet écosystème dans votre machine, écoutez, fermez vos yeux, vous êtes recruté. Mais ça, c'est-à-dire, je sais qu'il y a tellement beaucoup de choses. Mais croyez-moi que ça dépend de vous, ça ne dépend pas de... Parce que tout ça, vous allez le voir peut-être, mais il ne faut pas attendre jusqu'à le mois de mars ou là, le mois d'avril pour dire, voilà, je sais comment... Non. C'est-à-dire, vous, maintenant, vous avez les fondamentaux. Et donc, quand on va faire les TP, vous commencez dès maintenant, dès ce soir-là, je télécharge Docker. Donc, je vais voir le Classroom Docker, je vais voir. En attendant que le prof ne fasse des choses comme ça. Parce qu'il ne faut pas attendre que tout se passe en classe. Donc vous voyez, donc ça c'est des choses, c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un et un autre. C'est parce que, voilà, donc c'est des éléments qui sont importants. Alors juste, je reviens quand même sur Docker Kubernetes. Alors juste, il faut noter une chose, c'est Kubernetes. Que signifie Kubernetes? Kubernetes, ça veut dire... C'est un mot grec qui signifie le timonier. Le timonier, ça veut dire c'est celui qui conduit le bateau. Donc vous voyez, donc Kubernetes, c'est quoi? C'est le bateau. C'est lui qui conduit le bateau. Qu'est-ce que le bateau transporte? Des conteneurs. Qu'est-ce qu'il y a dans les conteneurs? Il y a des marchandises. C'est la même chose. C'est que Kubernetes... Qu'est-ce qu'il va gérer? Qu'est-ce qu'il va transporter? C'est les conteneurs. Qu'est-ce qu'il y a dans les conteneurs? Il y a des applications. Donc, un conteneur, c'est quoi son rôle? C'est isoler la marchandise pour que la marchandise, c'est-à-dire se trouve dans de bonnes conditions. La même chose. Un conteneur d'une application, on l'utilise pour que l'application tourne dans les bonnes conditions. Il dit que donc Kubernetes, c'est lui qui va gérer ça pour transporter les marchandises, plutôt les conteneurs, d'une machine vers une autre. Et c'est lui qui va gérer s'il y a un conteneur qui cloche, il va le réparer. Et voilà, donc ça c'est une première partie sur laquelle vous allez travailler. Bien, alors donc voilà, je pense qu'on a un peu introduit donc ces architectures microservices, aussi bien en termes d'avantages et des challenges. Donc, on va essayer de voir dans un premier temps. Donc, il y a un certain nombre d'activités qu'on va programmer. Donc, la première, c'est en fait l'objectif, c'est de développer un microservice. C'est-à-dire d'abord comment développer un microservice. Et par la suite, nous allons voir comment développer une architecture microservice telle qu'elle était présentée au départ. Et dans un troisième lieu, nous allons voir comment sécuriser cette architecture avec des protocoles, avec c'est-à-dire des standards. Et par la suite, comment déployer? C'est-à-dire, forcément, on aura besoin de
de s'arrêter sur les outils DevOps avec Docker, avec tout ce dont on a parlé, pour voir comment automatiser les déploiements des applications. Donc ça, c'est l'un des objectifs, on va dire, importants de cette année. Alors, entre-temps, il y a d'autres cours que vous allez commencer bientôt, donc notamment la virtualisation et le cloud computing, donc forcément parce que ça fait partie c'est-à-dire des cours de l'infrastructure. Alors, en tout cas, pour développer un microservice, donc nous allons voir comment travailler avec Spring Boot. Je pense que vous savez déjà à peu près comment développer un microservice si vous avez fait les activités pratiques de l'année dernière. Par exemple, si on veut développer un microservice qui permet de gérer. Est-ce que j'ai activé le microphone? Vous m'entendez? Oui. Okay. Alors, je veux créer un microservice qui permet de gérer, par exemple, les customer service. Alors, en fait, en utilisant Spring Boot, donc on va essayer de voir comment respecter les bonnes pratiques. D'abord, nous allons voir comment créer une entité customer. On va créer customer repository. On va créer une couche métier également, notamment avec son interface et son implémentation. Et puis, on va créer deux types de web services. Il y a un web service RESTful. Et ça serait l'occasion pour vous de voir également comment créer un web service GraphQL pour ce microservice. Et puis, donc, nous allons voir également comment utiliser les DTO. Parce qu'en fait, comme je disais, donc, ça fait partie des bonnes pratiques. Et comment créer un mapper. Donc, vous voyez, donc, il y a 8 éléments principaux à développer dans cette architecture. Alors, pour créer un tel projet, donc Spring Boot, donc, quand on crée un projet Spring Boot, la première classe que vous allez créer, c'est l'entité Customer. Donc, vous voyez donc l'entité Customer, c'est une entité GPA. Donc, les annotations en orange, donc, vous les connaissez, donc c'est les annotations GPA, donc pour la gestion de la persistance. Donc, un Customer est défini par son ID, name, last name et mail. Et donc, vous avez les annotations en vert. Donc, je vous rappelle, c'est des annotations Lombok. Donc, c'est pour tout ce qui est les getters et setters. Les constructeurs sont paramètres avec paramètres. Et puis, une fois que vous créez, donc, ça, c'est la première ici. Ça, c'est ça. L'entité Customer. Deuxième, on va créer Customer Repository. Donc, on a vu avec Spring Data, gérer la persistance, c'est quelque chose d'assez simple. Il suffit de créer une interface qui hérite de l'interface GPA Repository. Donc, rien qu'en héritant de cette interface, vous avez toutes les méthodes classiques CRUD qui permettent de faire le mapping objet relationnel. Donc, on n'a pas besoin d'écrire beaucoup de code. Et après, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va essayer de sauter. On va sauter cette couche-là. On ne va pas faire ça, mais on va directement passer ici. C'est-à-dire, je veux faire quelque chose de plus vite dans lequel je ne vais pas respecter les bonnes pratiques. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais créer un contrôleur. Vous voyez, le troisième, c'est le contrôleur. Donc, j'ai 1 ici. Ça, c'est 2. Donc, ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Donc, 3. Alors, je vais créer un web service RESTful. Donc, c'est une classe qui utilise la notation REST-controller. Et puis, je vais créer des méthodes. J'ai une méthode qui permet de consulter la liste des customers. Et j'ai une méthode qui permet d'enregistrer un customer. Alors, vous voyez donc ici, ça c'est, pour accéder à la liste des customers, il faut envoyer une requête HTTP avec la méthode GET. Et pour enregistrer un customer, vous aurez besoin d'envoyer une requête HTTP avec la méthode POST. Et donc, vous voyez donc le contrôleur, c'est lui qui fait appel directement à cette interface, comme ça. Donc, vous voyez ici, Customer Repository Find All. Donc, ça, c'est aller vers la base de données pour chercher les customers. Et Customer Repository.save, c'est pour enregistrer un customer. Alors, avec ce code-là, vous pouvez dire que vous avez créé un microservice. Ce microservice, il permet de faire quoi? Il permet de faire deux choses. C'est consulter la liste des customers et enregistrer un customer. Mais vous savez, si vous voulez créer un web service qui contient que des méthodes de type CRUD,
Par exemple, find all, save, update, delete. Bon, à la rigueur, vous n'avez même pas besoin de créer ça. Pourquoi? Parce que Spring dispose d'un module qui s'appelle Spring Data REST. Spring Data REST. Ben, il suffit d'ajouter cette annotation-là qui s'appelle Repository REST Resource. Donc, l'annotation Repository REST Resource, vous l'ajoutez à cette interface. Ben, automatiquement, c'est comme si vous demandez à Spring, donc vous êtes en train de demander à Spring de démarrer un web service RESTful qui permet d'accéder à toutes les méthodes qui se trouvent dans cette interface. J'étais en train d'expliquer ça. Donc, je disais, donc, si vous voulez créer un web service RESTful qui contient que des méthodes classiques, find all, save, find by ID, et toutes ces méthodes classiques, bon, à la rigueur, vous n'avez pas besoin de créer ce microservice parce que vous pouvez utiliser Spring Data REST. Donc, Spring Data REST est un module qui permet à Spring de démarrer un service générique. Le fait d'ajouter l'annotation Repository REST Resource, ça signifie quoi? Ça signifie que vous êtes en train de demander à Spring de vous démarrer un web service RESTful qui permet d'accéder à toutes les méthodes qui se trouvent dans cette interface. Donc, c'est-à-dire finalement, vous voulez créer un microservice le plus rapidement possible. Et bien, quel est le code que vous allez écrire? Ce code-là, cette classe et cette interface. Vous pouvez dire que vous avez créé un microservice. Ben, il vous faut combien de temps pour créer ce microservice? Alors, on va supposer que vous avez mal dormi. Vous avez joué le basket et vous avez les doigts cassés. Et que vous avez un clavier, toutes les touches ne marchent pas, il y a une seule qui marche. Vous avez besoin d'un clavier visuel pour taper le code. Et qu'il y a quelqu'un à côté qui vous dérange, qui ne vous laisse pas travailler. Ou bien vous avez un enfant qui pleure tout le temps. Eh bien, ce genre de microservice, vous pouvez le créer en 30 minutes. 1 heure. Ça vraiment, c'est-à-dire, c'est le... Donc, c'est-à-dire, bon, ça c'est un microservice qu'on peut faire facilement. Alors, regardez ce qui est intéressant. Si c'est créer un microservice, c'est très simple. Ben, ça veut dire que créer 100 microservices, c'est également très simple. Ben, c'est ça l'idée. C'est la notion d'architecture microservice, c'est appliquer le principe diviser pour régner. Diviser pour régner, c'est-à-dire, si vous avez un grand problème, vous allez le diviser en des petits problèmes. Alors maintenant, c'est vrai, ici, on n'a pas respecté les bonnes pratiques parce qu'on n'a pas créé les DTO, on n'a pas créé ça. Mais si vous avez des méthodes, qui nécessitent des traitements métiers, c'est souvent le cas, et bien là, ce n'est pas suffisant. Vous allez ajouter vraiment une couche métier, vous allez ajouter un contrôleur. Et dans ce cas-là, si vous voulez faire le même microservice, mais dans lequel vous respectez les bonnes pratiques, ben vous allez créer tout ce code-là. Voilà. Donc finalement, le microservice qui représente cette architecture, ici, c'est ce que vous voyez ici. Alors qu'est-ce que je vois dans 1? C'est quoi ça? Ça, c'est l'entité Customer. 2. Finaye Customer Repository. Elle est là. 2. Ça, c'est 2. 3. Alors, ici, donc, je vais utiliser les DTO. Voilà. 3. Vous voyez donc un DTO, c'est Customer et Customer DTO, c'est la même chose. Mais dans la pratique, c'est pas toujours la même chose parce que parfois, il se peut que dans le DTO, je vais supprimer email. Peut-être parce que je vais dire, je n'ai pas besoin d'afficher l'adresse email. Donc, c'est-à-dire dans le DTO, vous gardez que les attributs dont vous avez besoin. Vous avez donc le Customer Mapper, le 4. Customer Mapper, qui permet, vous voyez, donc il contient deux méthodes. Une méthode, je vais lui donner Customer, qu'est-ce qu'il me retourne? Customer DTO. Et une autre méthode, je lui donne Customer DTO, il va me retourner Customer. Donc il permet de transférer un objet vers un autre. Et puis vous avez la couche service. Alors dans la couche service, vous avez l'interface. Vous voyez donc l'interface ici, c'est 4, 5. Et son implémentation, 6.
voyez, donc c'est dans la couche service que j'appelle Customer Repository. Ça, c'est les méthodes classiques. Et puis, vous avez en fait voilà, le contrôleur. Ici, set, le web service RESTful. Vous avez un extrait. Mais après, vous allez également ajouter le web service GraphQL. Donc, ce qui fait que finalement, si vous voulez respecter les bonnes pratiques, vous avez besoin finalement de créer un microservice qui respecte ça. Mais même avec ce code-là, vous allez voir, c'est presque une moulinette. C'est quelque chose que vous pouvez faire en 1 heure. Mais je ne vous demande pas de le faire en 1 heure parce que ce n'est pas la quantité de code qui pose problème. N'est-ce pas? C'est que derrière ça, il y a beaucoup de concepts. Parce que chaque annotation, il cache des choses. Il faut savoir ce que c'est ces annotations-là. Chaque annotation, à quoi elle sert? Il faut comprendre un peu chaque chose. Donc, c'est ce qui fait. Donc, c'est pour cela que vous allez regarder dans Classroom. Vous allez trouver le support. Vous allez trouver les démonstrations vidéo qui montrent comment créer un micro-service. Et d'ici la semaine prochaine, donc, nous allons essayer de voir ça en pratique. Parce que avant qu'on passe vers comment implémenter une architecture microservice, on va d'abord s'arrêter comment développer un seul microservice. Donc, vous allez trouver comment créer un web service, un GraphQL, comment le tester, c'est-à-dire toutes les bonnes pratiques. Et ça, c'est le plus tôt possible. Vraiment, il faut s'enchaîner. Parce que quasiment, c'est-à-dire souvent dans les entretiens, une bonne partie des questions, donc ça se pose autour de là, en tout cas pour quelqu'un qui veut faire une carrière dans le domaine de l'ingénierie logicielle. Donc ce qui fait, ça c'est un élément qui est important, c'est la première compétence. Tout le monde est capable de maîtriser ça, mais donnez-lui le temps. Donc si vous trouvez un temps pour ça, vous avez tout ce qu'il faut. Alors maintenant, je ne sais pas, Classroom, je ne vous ai pas partagé le Classroom, pas encore. Alors je vais régler ce problème aujourd'hui tout de suite. Voilà, donc vous allez trouver, donc ça c'est le lien qui montre comment créer le microservice. Ce n'est pas Customer, c'est les comptes. Et après, à la fin, vous avez un autre lien qui montre comment créer un web service GraphQL. Ça, c'est la première activité pratique. Donc, je vous conseille vivement d'essayer de travailler d'ici la semaine prochaine. Ça, et comme ça, la semaine prochaine, je vous laisserai un peu l'occasion de finaliser cette activité pratique. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est que je vais présenter comment mettre en œuvre l'architecture microservice et après, je vous laisserai le temps de finaliser ça. C'est clair? Voilà, donc je pense que si vous avez des questions, je suis prêt à répondre à vos questions. Donc voilà. Et sinon, je vous souhaite un très bon week-end. Bah, écoutez, c'est un week-end, donc... Allez, bonne journée, tout le monde. Merci. Salam alaikum. Au revoir.